Robert Redford, souvent vu comme le gentleman parfait d'Hollywood. Pendant des décennies, il a incarné l'élégance, le talent et l'authenticité. Mais à 88 ans, Redford a décidé de briser le silence. Fini les façades polies, fini les sourires de façade. Il a révélé les tensions, les rivalités et les égos démesurés qui ont marqué sa carrière. Dans cette vidéo, on va explorer cet acteur qu'il a dit détester le plus. Et croyez-moi, les raisons qu'il donne sont choquantes. De Tom Cruise à Paul Newman, en passant par Barbra Streisand, vous allez découvrir une facette cachée d'Hollywood, loin des tapis rouges et des discours de remerciement. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café et préparez-vous à une plongée dans les rivalités qui ont secoué le cinéma. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces révélations explosives. Tom Cruise et le désastre de Lion-Fort-Lan. Quand on pense à Robert Redford et Tom Cruise, on imagine un duo de rêve, deux icônes d'Hollywood réunis pour un projet ambitieux. En 2007, leur collaboration sur Lion-Fort-Lan promettait d'être un moment historique. Redford, le vétéran respecté, connu pour ses films profonds et introspectifs, face à Cruise, la superstar mondiale, au sommet de sa gloire. Mais ce qui semblait être une alliance parfaite s'est transformé en un cauchemar professionnel pour Redford, révélant un choc des cultures entre deux visions opposées du cinéma. Dès le départ, les tensions étaient palpables. Redford, qui réalisait et jouait dans le film, voulait raconter une histoire percutante sur l'échec politique pendant la guerre en Irak. Il voyait Lion-Fort-Lan comme un drame sobre, une réflexion sur la responsabilité et les choix moraux. Mais Tom Cruise, qui était non seulement acteur principal, mais aussi producteur via son studio United Artists, avait une approche radicalement différente. Pour lui, le film était une opportunité de renforcer son image de leader charismatique. Redford s'est vite rendu compte que Cruise ne jouait pas seulement un rôle, il dirigeait une campagne de marketing grandeur nature. Tout a commencé avec le casting. Redford avait initialement envisagé Denzel Washington pour le rôle du sénateur Jasper Irving, un personnage complexe nécessitant subtilité et gravité. Mais United Artists, sous l'influence de Cruise, a imposé ce dernier, espérant que son nom attirerait les foules et relancerait le studio. Cette décision a immédiatement créé un fossé. Redford, qui valorisait l'authenticité et l'indépendance artistique, se retrouvait face à une équipe de stratèges politiques, de publicistes et de conseillers en communication, tous présents sur le plateau pour modeler la performance de Cruise. « Attends une seconde, Tom », a dit Redford lors d'une confrontation tendue. « Ce n'est pas comme ça que je veux faire ce film, et encore moins avec tout ce cirque autour de nous. » Cruise, obsédé par son image, traitait chaque scène comme une publicité. Il exigeait des angles de caméra précis, une lumière flatteuse et même des stylistes sur place pour ajuster sa silhouette pendant les dialogues. Redford, qui avait passé des années à peaufiner des films comme Ordinary People avec une attention méticuleuse à l'émotion, était sidéré. Lors d'une répétition, Cruise a insisté pour filmer plusieurs versions de ses plans de réaction, allant jusqu'à chronométrer la durée exacte de ce regard. « Je voulais montrer de la vulnérabilité », a expliqué Redford plus tard, lui voulait de la symétrie. Cette obsession du contrôle a transformé le plateau en un champ de bataille. Les conditions de production n'ont fait qu'aggraver les choses. United Artists, sous pression pour relancer le studio, a imposé un calendrier serré et un budget limité. Le scénario était constamment réécrit, souvent pour satisfaire les demandes de Cruise, qui voulait des dialogues plus percutants pour son personnage. Même Meryl Streep, connue pour son professionnalisme légendaire, a perdu patience. Un technicien se souvient d'un moment où elle a décroché, jouant avec son BlackBerry pendant que l'équipe sortait des cartons avec ses répliques. Redford, déjà épuisé par le micromanagement de Cruise, a explosé. L'ambiance était devenue irrespirable, a raconté un membre de l'équipe. À la sortie, Lion-Fort-Lan a été un échec critique et commercial. Les critiques l'ont qualifié de laborieux et prétentieux, et le film s'est effondré au box-office. Pour Redford, cet échec était plus qu'une déception. C'était une trahison de sa vision artistique. Tout était écrit dès le départ, a-t-il admis. Le film a été vidé de son âme par le marketing. Cruise, lui, est passé à d'autres blockbusters, tandis que Redford, humilié, a enterré l'expérience. Les deux hommes ne se sont plus jamais parlé. Cette collaboration ratée illustre une vérité brutale sur Hollywood. Même les plus grandes stars peuvent s'affronter lorsque leurs visions divergent. Pour Redford, le cinéma était une quête de vérité. Pour Cruise, c'était une question de contrôle et d'image. Dans la prochaine partie, nous explorons une rivalité encore plus surprenante, celle entre Redford et son meilleur ami à l'écran, Paul Newman. Paul Newman, de l'amitié à la rivalité.
Pour des millions de spectateurs, Robert Redford et Paul Newman étaient le duo parfait. Butch Cassidy de Sundance Kid et The Sting ont marqué l'histoire du cinéma avec leur alchimie légendaire. Leur camaraderie à l'écran semblait si naturelle qu'on les imaginait amis pour la vie. Mais derrière ces classiques se cachait une réalité bien plus complexe. Une relation marquée par la tension, la jalousie et des rancunes que Redford n'a jamais totalement oubliées. Tout a commencé avec Butch Cassidy and the Sundance Kid en 1969. À l'époque, Newman était une star établie, une icône d'Hollywood avec des films comme Cool and Luke à son actif. Redford, lui, était un acteur prometteur mais encore peu connu. Le studio voulait Newman et personne d'autre pour le rôle principal. C'est Newman lui-même qui a insisté pour que Redford joue Sundance, un geste généreux qui a lancé la carrière de ce dernier. Mais ce choix a aussi semé les graines d'un déséquilibre. Newman, l'étoile confirmée, s'est vite retrouvé éclipsé par l'ascension fulgurante de Redford. « J'aurais préféré jouer Sundance », a confessé Newman des années plus tard. Ce rôle cool, détaché, c'était plus facile. Cette révélation est stupéfiante. Paul Newman, l'icône intouchable, enviait le rôle de Redford. Derrière le rire à l'écran, une tension silencieuse grandissait. Quand ils se sont retrouvés pour The Sting en 1973, la dynamique avait changé. Redford était désormais une star à part entière et le studio le voulait autant, sinon plus, que Newman. Pour apaiser les tensions, Redford a même cédé une partie de son cachet pour que Newman obtienne le salaire qu'il exigeait. Mais ce geste, bien que généreux en apparence, a révélé une fissure. Newman se sentait menacé par la popularité croissante de Redford, tandis que ce dernier commençait à voir leur amitié comme une compétition déguisée. Les différences de style ont exacerbé les tensions. Newman était connu pour sa ponctualité obsessionnelle. « Mon père était un maniaque du temps », a confirmé sa fille, Clea Newman. Redford, en revanche, avait une approche plus décontractée, arrivant parfois en retard sur le plateau. Ces retards rendaient Newman fou. Dans ses mémoires, il a écrit sans détour. On ne peut pas compter sur Redford. On n'est jamais ce qu'il sera là. De son côté, Redford s'irritait du besoin de contrôle de Newman. Sur The Sting, Newman se comportait presque comme un producteur, donnant son avis sur le scénario, le casting et même le placement des caméras. Il a cessé d'être mon partenaire de jeu, a confié Redford à des proches. Il est devenu mon rival. Malgré ces tensions, les deux hommes ont toujours maintenu une façade professionnelle. Leur rivalité n'a jamais éclaté publiquement, mais ceux qui les connaissaient voyaient les fissures. Redford admirait le talent de Newman, mais détestait son côté manipulateur. Il a un jour accusé Newman de feindre la naïveté pour obtenir ce qu'il voulait, une tactique que Redford jugeait incompatible avec sa vision du respect et de la discipline. Les fans ont rêvé d'un troisième film pendant des décennies. Des projets comme une préquelle de Butch Cassidy ou une adaptation de A Walk in the Woods ont été évoqués, mais Newman reculait systématiquement. Quand il a pris sa retraite en 2007, puis est décédé en 2008, tout espoir de retrouvailles s'est envolé. Certains initiés affirment que leur relation s'était refroidie bien avant. La jalousie, les retards et les luttes de pouvoir avaient érodé la magie. Dans la prochaine section, nous plongerons dans une autre collaboration tendue, celle avec Dustin Hoffman sur All the President S-Men. Dustin Hoffman est le chaos de All the President S-Men. All the President S-Men, 1976, est un chef-d'œuvre du cinéma, un film qui a redéfini le journalisme à l'écran. Robert Redford et Dustin Hoffman, dans les rôles des journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein, semblaient former un duo parfait. Mais derrière ce triomphe se cachait une tension si intense que Redford a juré de ne plus jamais travailler avec Hoffman. Cette collaboration, marquée par des styles opposés, a révélé des failles profondes dans leur approche du cinéma. Redford, qui avait acheté les droits du livre de Woodward et Bernstein et porté le projet à bout de bras, était un acteur méthodique. Il croyait en la discipline, la préparation et une vision collective. Hoffman, au contraire, était un adepte de la méthode, plongé dans l'improvisation et le chaos créatif. Sur le plateau, leurs différences ont explosé. Hoffman modifiait constamment ses dialogues, changeait ses déplacements en pleine prise, et allait même jusqu'à voler la lumière de Redford pour dominer le cadre. On sentait l'air se tendre à chaque improvisation à raconter un technicien. Un exemple marquant se produit lors d'une scène clé dans la salle de rédaction. Hoffman, jouant Bernstein, a filmé cette prise différente, chacune avec un ton, un rythme et des répliques improvisées. Redford, forcé de réagir à chaque fois, bouillonnait intérieurement. On essaie de raconter une histoire, a-t-il soufflé au réalisateur Alan J. Pakula. Pas de courir après des moments éphémères. Pakula,
pris entre deux feux, devait naviguer avec prudence pour éviter un affrontement direct. Les deux acteurs étaient pourtant dévoués à l'authenticité. Redford avait passé des mois à observer Woodward, étudiant ses manières et son approche. Hoffman, lui, vivait pratiquement avec Bernstein, imitant sa voix, sa démarche et même ses tics. Mais pour Redford, l'approche d'Hoffman était perturbatrice. Bernstein lui-même a admis que l'imitation obsessionnelle d'Hoffman mettait sa compagne, Nora Ephron, mal à l'aise. C'est comme s'il volait son âme, a-t-elle dit. Redford voyait ces improvisations comme un manque de respect pour l'équipe et l'histoire. Malgré ces tensions, le film a triomphé, remportant 4 Oscars et devenant une référence. Mais pour Redford, le coût était trop élevé. Il n'a jamais critiqué Hoffman publiquement, mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait plus collaboré, sa réponse était éloquente. Une fois suffit. Dans la prochaine partie, nous explorons les tensions avec Jane Fonda, une partenaire à l'écran qui a révélé un autre côté de Redford. Jane Fonda, Gene Hackman, Barbra Streisand et l'ego d'Hollywood. Les collaborations de Redford avec Jane Fonda, Gene Hackman et Barbra Streisand ont chacune laissé des cicatrices, révélant des tensions qui allaient au-delà des différences personnelles pour toucher à la philosophie même du cinéma. Commençons par Jane Fonda. À l'écran, leur alchimie dans des films comme Barefoot in the Park, 1967, ou Orsul at Night, 2017, semblait parfaite. Mais en coulisses, Fonda a décrit une relation compliquée. Il n'aimait pas embrasser, a-t-elle avoué à Cannes, ajoutant « Il est toujours de mauvaise humeur et j'ai cru que c'était ma faute ». Redford, réservé et contrôlé, gardait ses distances, refusant de brouiller les lignes entre fiction et réalité. Fonda, plus ouverte et intense, se sentait rejetée, ce qui créait une dynamique glaciale. Avec Gene Hackman, sur Downhill Racer, 1969, les tensions venaient d'un choc de style. Redford, méthodique et précis, s'est heurté à l'approche brute et explosive de Hackman. Lors d'une scène, Hackman a refusé de tourner à cause d'un éclairage qu'il jugeait peu flatteur, paralysant le tournage. Redford, exaspéré, l'a confronté. « Ce n'est pas ton film, Gene. C'est un travail d'équipe. » Leur relation ne s'en est jamais remise. Enfin, The Way We Were, 1973, avec Barbra Streisand fut un triomphe commercial, mais un cauchemar pour Redford. Streisand, connue pour son contrôle obsessionnel, exigeait que chaque détail serve son image. Redford, qui résistait déjà au projet, a insisté pour porter 2 slips de sport lors des scènes d'amour pour maintenir une distance. Les 2 stars se battaient pour être filmés de leur bon profil, obligeant l'équipe à des acrobaties techniques. Redford a refusé des répliques qui suggéraient une faiblesse de son personnage, tandis que Streisand dominait le plateau. Le film a été un succès, mais Redford se sentit éclipsé, une humiliation qu'il n'a jamais oubliée. Ces conflits reflètent une vérité plus large. Pour Redford, l'ego était la maladie d'Hollywood. Il détestait les acteurs qui plaçaient leur gloire au-dessus de l'art, transformant les films en vitrines personnelles. Cette philosophie a guidé sa carrière, de ses rôles dans Jeremiah Johnson à sa réalisation d'Ordinary People. Dans la conclusion, nous tirons les leçons de ces révélations. Jack Nicholson est le choc des titans. Si Robert Redford était le gentleman d'Hollywood, Jack Nicholson en était le rebelle ultime. Avec son sourire narquois et son énergie imprévisible, Nicholson incarnait une approche du cinéma diamétralement opposée à celle de Redford. Bien qu'il n'ait jamais partagé l'écran, leur rivalité implicite a marqué les années 70 et 80, période où les 2 acteurs dominaient Hollywood. Redford, dans ses confessions tardives, a laissé entendre que Nicholson représentait tout ce qu'il méprisait dans l'industrie. Un ego démesuré qui transformait chaque film en un spectacle centré sur la star. Nicholson, connu pour des rôles iconiques dans Easy Rider, Chinatown et One Flew Over the Cuckoo's Nest, prospérait dans l'excès. Ses performances, souvent explosives, attiraient tous les regards et ne s'en cachait pas. Redford, lui, cherchait à disparaître dans ses personnages, comme dans Jeremiah Johnson ou The Natural. Cette différence philosophique a créé une tension sous-jacente, alimentée par les comparaisons constantes des critiques et des studios. « Jacques jouait pour les projecteurs », a dit Redford à un proche, « moi, je jouais pour l'histoire. » Le point de friction le plus notable est survenu dans les coulisses de l'industrie. En 1975, alors que Redford produisait Oh, the President is Man, Nicholson remportait l'Oscar du meilleur acteur pour One Flew Over the Cuckoo's Nest. Les médias ont alimenté une rivalité, présentant Nicholson comme le mauvais garçon face au Golden Boy Redford. Ce dernier, qui n'a jamais été à l'aise avec les récompenses, trouvait l'attitude de Nicholson arrogante. Lors d'une interview, Nicholson a plaisanté sur le fait que Redford prenait tout trop au sérieux,
une remarque qui a irrité Redford. Il pense que le cinéma est un jeu, a-t-il confié à un ami. Pour moi, c'est un article. Les tensions se sont également manifestées dans leur choix de projet. Nicholson acceptait des rôles flamboyants, souvent dans des films à gros budget, tandis que Redford privilégiait des projets plus introspectifs. Par exemple, lorsque Redford a réalisé Ordinary People 1980, un drame psychologique qui a remporté 4 Oscars, Nicholson aurait fait un commentaire sarcastique lors d'une soirée. Bob fait des films pour les critiques, pas pour le public. Cette remarque, bien que légère en apparence, a profondément agacé Redford, qui voyait dans l'approche de Nicholson une trahison de l'authenticité. Un autre incident a exacerbé leur rivalité. En 1980, les deux acteurs étaient en lice pour un projet commun, un western intitulé The Missouri Break. Redford, intéressé par le scénario, a finalement décliné, rebuté par l'idée de partager l'affiche avec Nicholson, dont il craignait l'approche dominatrice. Le rôle est allé à Marlon Brando, et le film, bien que mémorable, a été un échec commercial. Redford a plus tard confié à un collègue « Je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un qui voit chaque plan comme une occasion de briller ». Cette rivalité, bien que moins directe que celle avec Cruise ou Newman, reflétait un conflit plus large entre deux visions d'Hollywood. Nicholson embrassait la célébrité et l'extravagance, tandis que Redford luttait pour préserver l'intégrité artistique. Leur absence de collaboration directe n'a fait qu'amplifier la légende de leur opposition, alimentée par les murmures des initiés et les spéculations des fans. Dans la prochaine partie, nous explorons comment Redford se heurtait non pas à un acteur, mais à tout un système, celui des studios hollywoodiens. Le système hollywoodien, l'usine à ego. Pour Robert Redford, l'ego ne se limitait pas aux acteurs. Il voyait dans le système hollywoodien, les studios, les agents, les publicistes, une machine conçue pour amplifier l'arrogance et étouffer la créativité. Dans ses révélations, Redford a pointé du doigt les coulisses de l'industrie, accusant les exécutives et les agents de transformer les films en produits marketing au détriment de l'art. Cette lutte contre le système a défini sa carrière et alimenté son mépris pour ceux qui s'y pliaient. Dans les années 70, alors que Redford devenait une superstar avec des films comme The Sting et The Way We Were, il s'est vite heurté aux attentes des studios. Les exécutifs voulaient exploiter son image de Golden Boy pour vendre des billets, le poussant vers des rôles stéréotypés de héros romantiques. Redford, lui, voulait explorer des personnages complexes et des histoires audacieuses. Il voulait que je sois une marque, a-t-il déclaré dans une interview rare. Je voulais être un artiste. Un exemple frappant s'est produit lors de la production de The Candidate 1972, un film satirique sur la politique américaine. Redford, qui jouait un jeune idéaliste manipulé par le système, a dû se battre contre Warner Bros. Pour préserver l'intégrité du scénario. Le studio voulait adoucir le ton, ajouter des scènes romantiques et promouvoir Redford comme une icône glamour. Il a refusé catégoriquement, insistant pour que le film reste une critique mordante. Cette bataille a renforcé sa méfiance envers les studios, qu'il accusait de privilégier le profit à la substance. Les agents, eux aussi, étaient dans sa ligne de mire. Redford racontait comment certains agents d'acteurs, notamment ceux de stars comme Barbra Streisand ou Tom Cruise, intervenaient constamment sur les plateaux pour protéger l'image de leurs clients. Ils ne défendent pas l'art, a-t-il dit à un proche, ils défendent des égos. Lors du tournage de The Way We Were, l'agent de Streisand a insisté pour que son nom apparaisse en premier au générique, une demande que Redford a trouvée mesquine. Ces luttes de pouvoir, bien que secondaires en apparence, symbolisaient pour lui la corruption d'Hollywood. Redford a également critiqué la culture des véhicules de stars, où les films étaient conçus pour mettre en avant une célébrité plutôt qu'une histoire. Il a vu des projets prometteurs être déformés pour satisfaire les caprices d'acteurs ou les exigences des studios. Par exemple, lors du développement de All the President's Men, Warner Bros. A poussé pour un ton plus sensationnel, craignant que le public ne s'intéresse pas à un drame journalistique. Redford a tenu bon, mais il a dû négocier sans cesse avec des exécutifs qui privilégiaient les chiffres aux idées. Cette lutte contre le système a culminé avec la création du Sundance Institute en 1981. Pour Redford, Sundance était une réponse directe à l'ego d'Hollywood, un moyen de soutenir des cinéastes indépendants qui racontaient des histoires authentiques sans se plier aux dictats des studios. Hollywood vend des rêves, a-t-il dit, Sundance vend des vérités. Ce contraste illustre pourquoi Redford méprisait ceux qui se laissaient absorber par le système, qu'il s'agisse d'acteurs, d'agents ou de producteurs. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ces tensions ne se limitaient pas aux stars, mais s'étendaient aux réalisateurs. Les réalisateurs, alliés et adversaires. Robert Redford était connu pour son respect des réalisateurs, qu'il voyait comme les architectes du cinéma. Mais même avec eux,
Des tensions sont apparues, souvent exacerbées par les égos des acteurs ou les pressions des studios. Dans ses confessions, Redford a évoqué des conflits avec des réalisateurs, y compris son ami de longue date Sidney Pollack, qui ont parfois transformé des collaborations prometteuses en batailles d'idées. Pollack et Redford ont collaboré sur ce film, dont The Way We Were, Out of Africa et Jeremiah Johnson. Leur relation était profonde, mais pas exempte de friction. Sur The Way We Were, Pollack se retrouvait pris entre Redford et Barbra Streisand, deux stars aux visions opposées. Redford, qui hésitait à accepter le rôle, reprochait à Pollack de céder trop facilement aux demandes de Streisand, comme l'ajout de la chanson-titre qui a éclipsé le film. Sidney voulait plaire à tout le monde, a dit Redford à un collègue. Mais parfois, il faut choisir un camp. Un autre incident marquant se produit sur Out of Africa, 1985. Redford, jouant Denis Finchaton, voulait une approche minimaliste, laissant les paysages et l'histoire porter le film. Pollack, sous pression pour livrer un succès commercial, poussait pour des scènes plus émotionnelles et accessibles. Redford, frustré, a accusé Pollack de sacrifier l'authenticité pour plaire au studio. C'est censé être une ode à la liberté, a-t-il déclaré sur le plateau, pas une romance à l'eau de rose. Leur désaccord n'a jamais éclaté publiquement, mais il a laissé des traces. Redford a également eu des tensions avec d'autres réalisateurs. Sur The Electric Horseman, 1979, également réalisé par Pollack, Redford s'est heurté à des décisions de montage qui mettaient trop l'accent sur sa romance avec Jane Fonda, au détriment du message écologique du film. C'est comme s'il vendait ma tête plutôt que l'histoire, a-t-il plaisanté, amer. Ces conflits reflétaient sa frustration face au réalisateur qui, selon lui, se laissait influencer par les égos ou les studios. Pourtant, Redford n'était pas exempt de contradictions. En tant que réalisateur lui-même, il exigeait un contrôle total, ce qui a parfois irrité ses collaborateurs. Sur Ordinary People, son premier film comme réalisateur, il a imposé une vision si précise que certains membres de l'équipe l'ont trouvé autoritaire. Il déteste les égos, mais il a le sien, a noté un technicien. Cette dualité montre que Redford, tout en critiquant l'industrie, n'était pas toujours à l'abri de ses propres attentes. Dans la prochaine partie, nous explorons un aspect moins connu, ses tensions avec les équipes techniques. Les équipes techniques, les héros oubliés. Si Redford réservait ses critiques les plus cinglantes aux acteurs et aux studios, il n'épargnait pas non plus les tensions avec les équipes techniques, souvent négligées dans les récits hollywoodiens. Pour Redford, le cinéma était un effort collectif, et il admirait les techniciens, éclairagistes, cadreurs, ingénieurs du son qui travaillaient dans l'ombre. Mais ses exigences élevées et son perfectionnisme ont parfois créé des frictions, révélant une facette moins connue de ces conflits. Sur All the President's Men, Redford a travaillé en étroite collaboration avec le chef opérateur Gordon Willis, surnommé le Prince des Ténèbres pour son usage audacieux de l'ombre. Redford voulait un style visuel austère pour refléter l'intensité du Watergate, mais ses demandes constantes de réajustement ont irrité Willis. Lors d'une scène dans la salle de rédaction, Redford a insisté pour refaire une prise à cause d'un léger décalage de lumière. Willis, connu pour son franc-parler, a répliqué « Bob, si tu veux faire mon boulot, prends la caméra ». Redford, bien que respectueux, n'a pas apprécié la remarque et leur relation est restée tendue jusqu'à la fin du tournage. Un autre exemple s'est produit sur The Natural, 1984. Redford, qui jouait Roi Hobbs, était obsédé par l'idée de capturer une lumière magique pour les scènes de baseball. Il demandait à l'équipe d'attendre des heures pour le bon coucher de soleil, retardant le tournage et épuisant les techniciens. Un cadreur a raconté « Bob était un perfectionniste, mais parfois, on avait l'impression qu'il oubliait qu'on avait des vies en dehors du plateau. » Ces retards, bien que motivés par une quête artistique, ont créé des ressentiments. Redford a également eu des différends avec les ingénieurs du son. Sur Ordinary People, il insistait pour des dialogues naturalistes, ce qui nécessitait des prises multiples dans des conditions difficiles. Un ingénieur du son, frustré par les demandes répétées de Redford, a quitté le plateau temporairement, obligeant l'équipe à improviser. Redford, conscient de l'importance des techniciens, s'est excusé, mais l'incident a révélé son intransigeance. Ces tensions montrent que Redford, malgré son respect pour les équipes, pouvait être perçu comme exigeant, voire autoritaire. Pourtant, il n'a jamais hésité à reconnaître leur rôle. Lors de l'Oscar pour Ordinary People, il a dédié une partie de son discours aux techniciens, une rareté à Hollywood. Sans eux, nous ne sommes rien, a-t-il dit. Dans la dernière partie, nous verrons comment ces expériences ont façonné Sundance et son héritage. L'héritage de Redford est la lutte contre l'ego.
Les révélations de Robert Redford sur ces rivalités ne se limitent pas à des anecdotes croustillantes. Elles reflètent une philosophie qui a défini sa carrière et son impact sur le cinéma. En fondant le Sundance Institute et le Sundance Film Festival, Redford a créé un contrepoids à l'ego d'Hollywood, un espace où les histoires priment sur les stars. Cette dernière partie explore comment ses conflits avec des acteurs, des studios et des équipes ont façonné son héritage et sa vision d'un cinéma plus authentique. Les confessions de Robert Redford sur Tom Cruise, Paul Newman, Dustin Hoffman, Jane Fonda, Gene Hackman, Barbra Streisand et les rouages d'Hollywood révèlent une industrie déchirée par l'ego et le pouvoir. De ses batailles avec des stars à ses luttes contre les studios, Redford a toujours cherché la vérité, un combat qui l'a conduit à créer Sundance. Ces histoires nous rappellent que derrière les paillettes, Hollywood est un champ de bataille. Qu'en pensez-vous? Redford avait-il raison de dénoncer ses égos ou était-il lui-même prisonnier du sien? Laissez un commentaire, abonnez-vous pour plus de secrets d'Hollywood et partagez cette vidéo pour lancer la discussion.